Merci beaucoup. Je m'appelle Pierre-Aurélien Doria, je suis neurochirurgien pédiatre dans l'équipe de Lyon. Et donc, je vais vous présenter un projet de recherche qui est actuellement en cours sur de l'imagerie cérébrale, qui est de l'imagerie TEP-IRM chez, dans les, chez les enfants qui ont une tumeur de la fosse cérébrale postérieure. Donc, ça reste une pathologie. Les tumeurs du système nerveux central, c'est des tumeurs fréquentes dans le grand globe des tumeurs de l'enfant. Il y a toujours une mortalité qui est quand même assez importante. En tant que chirurgien, la chirurgie reste une pierre angulaire du traitement. Et on le verra finalement, maintenant ça change un petit peu, mais ça reste quand même un des facteurs pronostiques. Et souvent les tumeurs de l'enfant sont des tumeurs qui sont volumineuses. Et donc nous, chirurgiens, quand on va opérer ces enfants, euh, on peut créer des lésions, surajouter des lésions qui sont déjà là par la tumeur. Comme vous pouvez le voir sur l'imagerie post-opératoire, on laisse des trous, hein, entre guillemets. Quand on regarde, je vais passer un peu rapidement, donc ça c'est une chirurgie d'une tumeur. Euh, Déjà rien que pour aborder la lésion, vous voyez qu'on est obligé, donc la lésion se trouve ici. On a le tronc cérébral, on a le cervelet, il y a une vascularisation, tout ce qui est rouge, c'est des vaisseaux qui sont importants. Donc le geste chirurgical présente des risques. Dans cette lésion-là qui était un épandymome, euh, on, on est au contact des nerfs crâniens, donc qui vont régler la déglutition, l'oculomotricité, l'équilibre, toutes ces choses importantes. Et quand on arrive ici, on arrive donc dans le cervelet, on arrive dans des parties anatomiques qu'on appelle le plancher du quatrième ventricule, où il y a toutes les zones de la régulation cardio-respiratoire. Et donc, finalement, en plus, c'est des chirurgies qui durent longtemps, des chirurgies qui vont durer 6, 7, 8 heures. L'acte chirurgical représente le premier risque pour les enfants qui arrivent dans un service avec une tumeur. Ces enfants, on les guérit mieux, on l'a vu, il y a maintenant une survie qui est meilleure, mais les déficits que la tumeur et les traitements, dont le traitement chirurgical peuvent laisser, ne sont pas si faibles que ça. Et donc, en parallèle, donc, dans un service, on travaille beaucoup sur les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. Et donc, on a montré que, notamment chez les jeunes enfants, ici, c'est un exemple de deux patients différents. Patient A, c'est un jeune enfant. Donc, ce qu'on appelle jeune enfant, c'est moins de 7 ans. Patient B, c'est un enfant qui a plus de 7 ans. Quand on l'opère, et quand il a une lésion, qu'il va devoir avoir un traitement, le patient jeune, et alors notamment ce que vous voyez en bleu sont les noyaux gris, sont les centres, les noyaux gris du cervelet, sont lésés. C'est des enfants qui vont avoir des déficits à la fois cognitifs, à la fois moteurs, et donc une qualité de vie qui vont être amoindris, on va dire, par la lésion et par les traitements. On a vu ça c'est juste une autre représentation parce que ça a été la révolution un petit peu en neurochirurgie et en neuro-oncologie pédiatrique, le méduloblastome, avec les différentes courbes de survie qu'on vous a montrées. Donc effectivement, le groupe Wnt, même si le méduloblastome, ça reste une tumeur maligne, il y a des tumeurs malignes qu'on va réussir à guérir. Et dans ces lésions-là, notamment les Wnt, finalement, le chirurgien n'est plus finalement tant indispensable que ça, puisqu'il a été montré, je ne vous ai pas marqué les courbes de survie, que quel que soit le résidu tumoral, finalement, les enfants et la survie des enfants va être la même. Certes, les Wnt, ce n'est pas les plus fréquents, mais ça fait quand même une certaine proportion des enfants qu'ici, on s'imagine un petit peu les choses, et c'est pour ça que je vous présente ce projet. Si jamais on se disait qu'on pouvait éviter de les opérer, eh ben, ça serait plutôt pas mal. L'IRM cérébral, c'est une imagerie anatomique, c'est-à-dire qu'on arrive à voir où est la lésion, son extension, est-ce qu'il y a des métastases dans d'autres endroits.
mais personne n'arrive à dire de manière certaine ça c'est un méduloblastome, ça c'est un épendymome, ça c'est un astrocytome pylocytique. Ça veut dire que la seule manière de savoir ça, c'est d'aller opérer ces enfants. Et maintenant qu'on est de l'ère de la génomique et de la biologie moléculaire, la seule façon de pouvoir étudier le génome de la tumeur, c'est d'aller faire des prélèvements. Donc, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas réussir à trouver des moyens d'imagerie plus poussés, plus perfectionnés, pour essayer d'approcher de manière plus fine le diagnostic avant de se dire finalement on doit quand même l'opérer. Donc il y a une vieille technique d'imagerie qui s'appelle la tomographie par émission de positrons, qui est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui permet d'étudier le métabolisme d'une tumeur. Jusqu'alors elle était couplée à un scanner et on pouvait éventuellement fusionner l'imagerie de l'IRM et cette imagerie de tomographie par émission de positrons qui était réalisée qu'un scanner. Il y avait un tas d'inconvénients à tout ça. Et finalement, la TEP en neuro-oncologie pédiatrique n'est pas un examen de référence. Et maintenant, il y a, grâce aux évolutions technologiques, on a la possibilité de faire de la TEP en faisant l'IRM. C'est-à-dire que les industriels ont développé un imageur hybride qui fait de la TEP en même temps que l'IRM. Donc, ça a plein d'avantages. La première, c'est que ça diminue l'irradiation, même si c'est possiblement des enfants qui vont avoir des traitements complémentaires, notamment de la radiothérapie. Finalement, il y a un certain nombre qui ne vont pas en avoir, et donc un scanner, c'est toujours un scanner. Ça améliore de manière exponentielle l'interprétation de la TEP et l'interprétation de l'IRM en ayant des images acquises dans le même moment et donc avec aucun problème de fusion, aucun problème d'interprétation. Donc l'étude que je vous présente, c'est une étude de faisabilité. Donc la TEP IRM en neuro-oncologie pédiatrique, il y a quelques études qui ont été publiées, pas en France. Et donc la première étape dans ce parcours qui, j'espère, va nous amener à faire autre chose qu'une étude de faisabilité, c'est de montrer que c'est faisable chez les enfants dans un contexte relatif d'urgence, puisqu'on fait de la TEP-IRM pré-chirurgicale. C'est-à-dire que les enfants arrivent, on leur fait la TEP avant la chirurgie. Et donc, les enfants qui arrivent avec une tumeur de la fosse cérébrale postérieure, ils ne sont pas forcément en très bon état clinique. Et on ne peut pas se dire, ok, on fait l'imagerie dans 15 jours et puis on les opère dans 3 semaines. C'est-à-dire que ça, c'est pas possible. Donc ça nécessite une organisation, puisque la TEP-IRM nécessite de produire un marqueur. Ici, on utilise la méthionine pour ceux qui connaissent un petit peu, qui est un marqueur de référence, mais ça nécessite de le produire au moment où on veut faire l'examen, puisque ce produit a une demi-vie assez courte. Et donc, il n'est pas dans un frigo et on ne peut pas le dire, tiens, on en a en stock et puis on va faire... Donc, ça nécessite une organisation. Et donc, du coup, voilà, on fait cette étude à Lyon pour voir comment c'est faisable. L'idée, au fond de tout ça, qui ne va pas être résolue avec cette étude de faisabilité, c'est est-ce qu'avec cette modalité d'imagerie hybride, qui combine à la fois des données anatomiques qui peuvent nous aiguiller sur le type tumoral et des imageries, des données métaboliques, on ne peut pas avoir assez d'informations pour dire ça c'est un méduloblastome Wnt, le chirurgien n'est pas utile, on l'envoie à l'oncologue et aux radiothérapeutes qui vont le guérir. C'est un petit peu le but final et c'est un petit peu l'idée originale de cette étude. Avant qu'on en arrive là, bien sûr il va y avoir quelques années à mon avis, puisque pour arriver à prouver ça, vu le nombre de sous-types tumoraux, parce que là on vous a montré, il y a cette fameuse diapositive où il y a 4 types de méduloblastome, en ne parlant que du méduloblastome. Maintenant il y a 12 types tumoraux, il y a 12 sous-types de méduloblastome, ils sont en train de faire pareil pour les épendymomes, il y a 4 types de sous-épendymomes, bientôt il y en aura 10. Enfin, voilà. Après bien entendu, il y a des tumeurs qui resteront chirurgicales, et mais au moins, si on fait cet examen et qu'on a cette preuve-là, on pourra dire oui, ceux-là, on doit les opérer. Donc, l'objectif principal, c'était une étude de faisabilité.
chez les enfants à partir de 5 ans. Pourquoi 5 ans Eh bien parce que en dessous, c'est très rare qu'un enfant, c'est un examen qui dure à peu près 40-45 minutes. Et il faut que l'enfant ne bouge pas. Donc même si on lui met un petit écran avec Cars, c'est pas facile de rester 45 minutes dans une machine sans bouger. Et donc pour cette étude de faisabilité, pour pas compliquer les choses, on n'a pas inclus d'anesthésie générale. En plus, d'un point de vue pratique, là où on fait les examens, on ne peut pas en faire. Et donc le critère de jugement principal, qui est un petit peu décevant quand on est un clinicien comme moi, c'est juste est-ce qu'on peut avoir accès à la machine dans ce contexte, et est-ce qu'on peut interpréter les images. Alors bien entendu, comme on aura des images, on va un petit peu fouiller dans ces images-là et essayer de ressortir d'autres choses que juste ça, mais quand on fait de la recherche, finalement, il faut un objectif principal. Les critères de jugement, donc on s'est donné 7 jours pour faire l'examen. L'idée, c'était qu'il ne fallait pas que cette étude déroge soit différente d'une prise en charge normale d'un enfant qui arrive dans un service de neurochirurgie comme partout en France ou dans le monde, où quand un enfant arrive avec une tumeur de la fosse cérébrale postérieure, dans la semaine, il a opéré de sa lésion. Les objectifs secondaires, donc c'était d'étudier bien sûr les différents types tumoraux. Toute la difficulté, c'est que pour le moment, il n'y a pas de critères consensuels dans ces tumeurs-là en TEP IRM. Donc, on a fait 2 binômes, médecins nucléaires et radiologues, qui vont regarder les images, qu'on appelle en aveugle, c'est-à-dire sans avoir le diagnostic. Et puis ils vont confronter leurs avis pour savoir si effectivement ils sont d'accord. Donc c'est de la pédiatrie, on a dit 5 à 11 ans. Sont des primo-tumeurs, on ne voulait pas inclure les récidives parce que les récidives, elles ont déjà eu des traitements, elles ont probablement un métabolisme peut-être un petit peu différent. On a exclu aussi les gliomes infiltrants du tronc cérébral, qui sont des pathologies qui sont complètement différentes. Et bien entendu, toutes les contre-indications administratives et techniques à l'IRM. Donc ça, c'est un petit peu le timeline de l'étude. Vous voyez, donc les enfants sont inclus. On a 7 jours pour leur faire leur examen. Si au bout de 7 jours, pour des raisons X ou Y, on n'a pas réussi à faire l'examen, ça sera pris en compte dans l'étude. Et après, on les opère et ils ont leur traitement. Donc pour terminer, moi je suis le porteur du projet, mais c'est toute une équipe. L'équipe de neurochirurgie pédiatrique de Lyon, toute l'équipe du centre d'investigation clinique de Lyon, les biostatisticiens, j'ai oublié plein de monde qui vont me disputer, mais les imageurs qui font les médecins nucléaires qui ont accès à la machine. Et donc une petite exclusivité. Ça, ce sont les premières imageries des 2 premiers enfants qui ont été inclus. Donc, c'est à ça que ça sert de faire cet examen. Donc, en haut, vous avez l'IRM et en bas, sur exactement les mêmes coupes, vous avez l'imagerie métabolique. Alors, je pourrais pas, moi, je suis pas médecin nucléaire, je suis pas radiologue, je pourrais pas vous expliquer dans les détails. Mais la première chose, c'est que le traceur de la méthionine, c'est un traceur qui est spécifique du système nerveux central, mais qui est spécifique des tumeurs. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de bruit, entre guillemets, par rapport à certains autres types de traceurs, comme des traceurs qui sont marqués au glucose, où tout le cerveau est avide de glucose, donc ça marque un petit peu partout. Et si on regarde un petit peu dans les détails, on voit que finalement, le marquage à la méthionine, il est un tout petit peu plus large que la prise de contraste. Ça avait déjà quelque chose qui était connu, hein, c'est que finalement, la prise de contraste, quand on injecte du gadolinium et qu'on regarde une imagerie standard, finalement, on ne voit pas tout. Et c'est une première chose, premières informations qu'on peut avoir. Et surtout, les tumeurs de la fosse postérieure marquent à la méthionine. Il n'y a pas d'études en TEP IRM à la méthionine pour l'instant qui ont été publiées. Donc, déjà, premièrement, je suis assez content de ça. Et pourquoi on fait une étude de faisabilité? Pour ça aussi. Ça, c'est le plus jeune. Donc, c'est le 2e patient qui a été inclus. Il avait pile 5 ans. Les images sont ininterprétables. Le patient a bougé dans la machine.
Ça veut dire que si on veut démocratiser et si on veut faire une étude de plus grande envergure, il faut soit prévoir d'inclure peut-être des enfants qui sont plus grands, mais du coup, vous avez vu que le méduloblastome notamment, ou les tumeurs de la fosse postérieure, ça arrive beaucoup chez les enfants qui sont en bas âge. Depuis qu'on a ouvert l'étude, là on a inclus 3 patients, mais il y en a le double qui ont été, on a ouvert l'étude au mois de novembre, il y a le double qui ont été opérés, mais les 3 autres, c'était des enfants qui avaient 2, 3 et 4 ans, donc on n'a pas pu les inclure. Donc ça nous donne des arguments, et à nous, et aussi après pour monter des projets de plus grande envergure, pour dire, si on veut inclure beaucoup de malades, comme c'est des pathologies rares, peut-être faut-il penser à inclure qu'il y ait une possibilité de faire notamment une anesthésie générale ou au moins une sédation lourde pour que toutes les images soient interprétables. Parce que effectivement, pour arriver il y a tellement de types tumoraux, pour avoir une puissance statistique qui est importante, pour arriver à dire ça c'est un WIN, ça c'est un SSH, ça c'est un groupe 3, 4, il va falloir des centaines de patients, parce que sinon on n'y arrivera jamais. C'est pas sur 10 malades, peut-être que sur 10 malades on verra, ça c'est un astrocytome pilocytique sévère, sur un méduloblastome ça va être rouge, mais voilà, ça avancera pas plus que ça. Donc voilà, c'est notamment pour ça qu'on fait des études de faisabilité, entre guillemets à faible coût, pour dire comment ça se passe si on veut le faire dans la vraie vie. Voilà, donc je voulais remercier bien entendu tout mon service qui me pousse beaucoup. Comme vous pouvez voir, je suis jeune, donc je suis le petit dernier de la famille. Et tous les partenaires qui nous aident, parce qu'effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci Pierre-Aurélien. Il y avait peut-être une question, une seule, parce qu'on est un peu en retard. Alors, les diagnostics sur des prises de sang, c'est un autre pan. C'est-à-dire que non, là, dans ce protocole-là, c'est vraiment un autre pan de recherche. Comment on peut essayer de faire un diagnostic sur une prise de sang, sur une ponction lombaire, sur un diagnostic sur du matériel liquide. Mais en tout cas, là, non, il n'y a pas du tout de corrélation. Il y a beaucoup de lésions de la fosse cérébrale postérieure qui sont pas métastatiques, notamment au diagnostic, qui peuvent métastaser par ailleurs. Mais par exemple, un astrocytome pilocytique ne sera jamais métastatique. Les épandymoses peuvent l'être, mais il y a beaucoup de lésions qui ne sont pas métastatiques. Donc, en tout cas, non, pour cette question-là, il n'y a pas de... Alors, sur la lecture de la TEP IRM, j'ai regardé un petit peu, effectivement, il y a un article qui commence à parler de s'aider de l'intelligence artificielle pour lire l'imagerie. Honnêtement, je n'ai pas d'idée sur comment ça se passe, quels sont les paradigmes. Pour l'instant, déjà, on essaye de faire simple. Après, l'intelligence artificielle, pourquoi pas. Mais ça, là, après, c'est plutôt sur la médecine nucléaire en général et sur la radiologie en général et plus globalement en médecine. Est-ce que l'intelligence artificielle permet de faire mieux en termes de diagnostic que l'homme? Peut-être. Les Japonais, je sais qu'ils sont en train de développer l'intelligence artificielle pour savoir s'il faut faire un scanner, notamment, aux traumatisés crâniens qui arrivent aux urgences. A priori, l'intelligence artificielle fait mieux pour savoir s'il faut faire un scanner ou pas à la suite d'un trauma crânien. Ça, je ne peux pas répondre. Mais ça arrive. Hein.